C'était l'été 2024 et mes trois potes, Jake, Sam et Marcus, et moi, étions désespérés de faire une pause de notre stage au Centre spatial Kennedy. On avait été enterrés dans des données de fusées pendant des semaines, mais en tant que geek des étoiles, on rêvait d'une nuit sous un ciel immaculé. On a épluché des cartes de pollution lumineuse et Google Maps, en se concentrant sur une clairière isolée au fond de la forêt d'État de Tatesville, une étendue marécageuse et désolée du nord-ouest de la Floride. Le nom vient d'une vieille légende à propos de Seb Tate, un colon qui a disparu dans le marais dans les années 1800, soi-disant maudit. On a balayé ça d'un regard de main. Les histoires de fantômes, c'était pour les enfants. On voulait juste des étoiles. Notre refuge était un Airbnb, une cabane confortable près de Apalachicola, à environ 50 km de la lisière de la forêt. Après le travail, ce vendredi-là, on s'est entassé dans ma Tesla Model Y et dans la Mustang de Marcus, chargée de couvertures, de snacks et d'un télescope. Pas d'équipement de camping, puisqu'on dormirait à la cabane. Le trajet de 7 heures depuis le centre spatial était épuisant et on est arrivé tard à la Airbnb, déposant nos sacs et prenant un rapide encas avant de repartir. Le dernier tronçon vers Tatesville était brutal. Des sentiers de terre étroits serpentant à travers des pins denses et des zones humides troubles, l'air épais de cicales et l'éclaboussement occasionnel de quelque chose dans l'eau. Sans service cellulaire, on utilisait des talkie-walkie pour rester connectés entre les voitures, leur grésillement coupant l'obscurité. Vers 2 heures du matin, on a atteint la clairière, fatigué et excité. Le ciel était irréel. Les étoiles brillaient comme si on pouvait les attraper. On a étendu des couvertures, installé le télescope et plongé dedans. 15 minutes plus tard, la voix de Sam a sifflé sur le talkie-walkie depuis la Mustang. « Yo, vous voyez ça? Des phares !» Mon ventre s'est tordu. On s'est retourné et une lueur faible rampait le long du sentier par lequel on était arrivé. Ici, à 60 km de la ville la plus proche, à 2 heures du matin, dans une forêt massive. Personne ne passe par hasard. Qui que ce soit là-bas, c'était des ennuis. Jake, dans la Tesla avec moi, a attrapé son talkie-walkie. « Fais-leur des appels de phare. Vois ce qu'ils font. » J'ai fait clignoter les phares de la Tesla, 3 éclats vifs. Un vieux pick-up, rouillé et cabossé, s'est arrêté à environ 90 mètres. Pas de klaxon ni de signe. Rien. Puis, on les a vus. Des silhouettes sombres qui sortaient. 2 ou 3. Difficile à dire dans l'éblouissement. Ils restaient juste là, à nous fixer. Et c'est là qu'on a entendu des voix faibles, basses et confuses, dérivant à travers le marais. Des chuchotements qu'on ne pouvait pas comprendre. « C'est chelou », grésilla Marcus sur la radio. Sam semblait effrayé. « Ces voix, personne n'est dehors à 2 heures du matin pour quoi que ce soit de bon. » J'ai balancé ma lampe de poche, mais le faisceau n'atteignait pas, n'attrapant que des ombres. Ces chuchotements continuaient, doux et sinistres, me donnant la chair de poule. Jake a essayé de rester cool, peut-être des locaux, mais bougeons. On a convenu via les talkie-walkie de trouver un autre endroit, mais on a établi une règle. Si ces phares réapparaissaient, on fonçait vers la sécurité du Airbnb. On a quitté le sentier principal. Quiconque nous suivait nous traquait. On a fait 1,5 km sur un sentier latéral, trouvé une autre clairière et installé rapidement. Juste des couvertures et des nerfs. 5 minutes plus tard, la voix de Marcus a coupé à travers le talkie-walkie, urgente. « Ils sont de retour !» Mon cœur a coulé. Ces mêmes phares tranchaient l'obscurité, beaucoup plus proches maintenant. Puis est venu un coup de poing dans le ventre, un vrombissement de moteur, comme s'il le faisait en guise de menace. Sam a dit « Sortez-nous maintenant !» On s'est précipité dans les voitures, Jake et moi dans la Tesla, Marcus et Sam dans la Mustang. J'ai appuyé à fond, la Tesla sursautant sur des racines et des branches, en dessous raclant comme des griffes. Ces phares nous collaient, les feux de route aveuglant dans mon rétroviseur. Jake était sur le talkie-walkie. « Marcus, tu tiens bon ?» Marcus a répondu « À peine, ils sont juste là !» On était à 60 km de l'aide, juste 4 jeunes stagiaires essentiellement sans défense. À 2 heures du matin, dans un endroit appelé l'enfer de Tate, on ne rencontre pas de bonnes personnes. J'ai poussé la Tesla à ses limites avec Marcus proche dans la Mustang. Le sentier a viré dans une direction et pendant 1 seconde, alors qu'on tournait, les phares du camion qui nous suivait ont disparu. J'ai prié qu'on les ait semés, mais peu après, ils étaient de retour, comme s'ils jouaient avec nous, sachant qu'on était piégés.
On a atteint un embranchement et j'ai viré à gauche, espérant qu'il menait à la route principale. Le camion a suivi. Finalement, après beaucoup plus de panique et de stress, la terre est devenue du bitume et un panneau routier délavé est apparu devant. J'ai regardé en arrière, m'attendant à ces phares, mais ils avaient disparu. La Mustang de Marcus s'est arrêtée à côté de nous et on s'est arrêté sur le bas-côté, haletant, juste à fixer dans le noir. Tout ce qu'on entendait dans la forêt maintenant, c'était juste des grillons et le grésillement de nos talkie-walkie. Le trajet de retour à Airbnb était d'un silence de mort. On s'est effondré dans la cabane, verrouillant la porte, mais même ce refuge se sentait peu sûr après ce qu'on avait affronté. Qui était-il ? On a considéré quelques possibilités, des braconniers, des drogués gérant quelque chose de louche, ou quelque chose lié à ces voix et aux vieux contes de l'enfer de Tate. À 2h du matin dans un endroit comme ça, personne n'est dehors pour s'amuser. La façon dont ils nous ont observés, la façon dont ils nous ont chassés sans même se presser, ce n'était pas une blague. On aurait dit qu'ils voulaient qu'on ait peur. On n'y est jamais retourné. On n'en parle pas. Pas au centre spatial, nulle part. Mais quand je conduis sur ces routes solitaires de Floride la nuit, une petite partie de moi est devenue définitivement plus hypervigilante. En décembre 2023, j'ai pris des vacances de 3 semaines au Japon. Ma famille possède un hôtel près de la petite ville de montagne de Kaga Onsen, à l'ouest du Japon. C'était une grande auberge japonaise, aussi connue sous le nom de ryokan, construite à flanc de colline à côté de la rivière Daishoji. La zone autour de l'hôtel était habitée depuis au moins 2 millénaires et était considérée comme un lieu sacré. Mon père m'avait dit il y a longtemps que, lorsque l'hôtel était en construction, les bâtisseurs avaient trouvé quelques vieux blocs de pierre et piliers sur le site. Apparemment, il y avait une sorte de sanctuaire qui avait été construit là vers le IXe siècle. La dernière fois que j'avais séjourné dans cet hôtel, c'était il y a plus de 15 ans. Donc j'étais un peu intéressé à revivre l'expérience d'y séjourner. En plus de ça, j'aime vraiment explorer. Et me souvenant de l'histoire que mon père m'avait racontée, j'ai décidé d'aller faire de la randonnée hors sentier dans la forêt, en dessous de l'hôtel, en espérant trouver des traces des anciennes ruines que mon père avait mentionnées. Dès que je suis arrivé à la ville voisine de Kanazawa, j'ai loué une voiture à côté de la gare et j'ai conduit jusqu'à l'hôtel. Il neigeait abondamment et le trafic était terrible. Le trajet était censé prendre environ 1 heure, mais à la place, ça a pris 2 heures. Je suis arrivé à l'hôtel vers 20h et je me suis laissé entrer. L'hôtel était essentiellement vacant en décembre et les touristes ne vont généralement pas dans cette partie du Japon en hiver. Il n'y avait aucun personnel dans l'hôtel. Je me suis retrouvé à être la seule personne dans l'hôtel. Le sentiment était assez surréaliste d'être seul dans un tel bâtiment au milieu de nulle part. J'ai pris une des clés derrière le comptoir, me suis laissé entrer dans une des suites et y ai dormi pour la nuit. Le lendemain, je suis allé dans la forêt en dessous de l'hôtel. La neige était assez profonde, jusqu'aux chevilles, et patauger sur un terrain accidenté avec des bottes était un enfer absolu. J'ai dû marcher assez loin dans la forêt pour perdre mon sens de l'orientation. J'ai vérifié mon téléphone, mais il n'y avait aucun signal. J'avais marché pendant environ 1 heure et ne savais pas où j'étais. J'étais entouré d'arbres de tous côtés et directement devant moi se trouvait une grande colline. J'ai pensé que ce serait bien si je grimpais au sommet pour avoir un meilleur point de vue et peut-être localiser une forme de civilisation. L'ascension était très difficile, les côtés de la colline étant assez raides et rocheux. Cependant, sur la gauche, j'ai remarqué ce qui ressemblait aux vestiges d'un chemin. J'ai lentement traversé vers le chemin. C'était un sentier de terre qui serpentait vers le sommet de la colline. Le chemin était légèrement envahi par des branches mortes, bloquant la montée, mais assez rapidement, j'ai réussi à atteindre le sommet. Cependant, j'ai remarqué qu'assez rapidement, le chemin avait disparu. Il s'arrêtait juste. J'ai regardé autour de la colline et remarqué une petite cavité dans le flanc de la colline au-dessus du chemin, cachée dans la végétation. Peut-être à 5 mètres du chemin.
J'ai grimpé et me suis retrouvé debout devant l'entrée d'une petite grotte. Un peu de boue avait été emporté dans la grotte, mais l'ouverture était assez grande pour que je puisse y faire passer mon corps. J'avais une petite lampe de poche sur moi et je l'ai éclairée dans l'ouverture. Je pouvais voir une petite alcôve devant moi avec une autre petite ouverture à gauche. En entrant dans la grotte, une certaine odeur m'a frappé. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais la meilleure façon de la décrire est qu'elle sentait comme un animal au zoo. L'alcôve devant moi était nue, sauf un grand bloc rectangulaire de pierre placé en plein milieu. En marchant plus profondément dans la grotte, je me suis retrouvé dans une grande chambre de pierre. Il y avait encore 2 autres tunnels latéraux qui partaient de cette chambre, mais je ne les ai pas explorés. Il y avait encore un autre bloc rectangulaire de pierre, mais cette fois, il était du côté opposé de la chambre et semblait être creux. Je me suis approché du bloc et, à ma stupéfaction totale, il semblait y avoir des os humains à l'intérieur du bloc. Autour des os se trouvait une longue pièce d'acier et un tas de vieilles pièces de monnaie en bronze, celle avec un trou carré au centre. Je suis juste resté là, dans un mélange de choc et d'incrédulité totale. J'ai tendu la main et ramassé une des pièces. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait, juste l'instinct, je suppose. La pièce était vieille et corrodée, mais certaines caractéristiques étaient visibles dessus. Avant que je puisse l'examiner de près, j'ai entendu un crash fort venant du fond d'un des tunnels latéraux. J'ai rapidement pointé ma lampe de poche vers l'origine du son. L'odeur animale est devenue plus forte, rendant l'air toxique. Pour une raison quelconque, j'ai attrapé la longue pièce d'acier reposant parmi les os et l'ai tenue devant moi d'une main, comme une arme. La lumière de ma lampe de poche m'a permis de voir plus facilement que la longue pièce d'acier ressemblait au reste d'une longue lame. J'ai commencé à reculer vers l'entrée. L'odeur était différente cette fois. Je pouvais sentir la fumée sous cette puanteur écrasante. Je pouvais entendre un martèlement rythmique provenant du fond du tunnel. Ça ressemblait à quelqu'un frappant sur un tambour. C'est à ce moment-là que j'ai perdu mon sang-froid. Je me suis enfui de la grotte vers l'ouverture. En sortant en courant, je jure que j'ai senti toute la grotte vibrer et trembler. J'ai sauté de l'entrée sur la pente en dessous et j'ai dégringolé sur le sol enneigé. J'avais laissé la lame sur le sol enneigé, mais je n'en suis pas soucié de la ramasser. J'ai continué à courir et courir en bas de la pente, m'écrasant à travers des brindilles et branches mortes. J'ai couru et couru jusqu'à ce que j'entende le son d'une voiture passant au loin. Je me suis bientôt retrouvé sur le bord de la route. J'ai poussé un soupir de soulagement en m'effondrant sur le bord de la route. J'ai réussi à faire signe à une voiture qui passait. Le conducteur était d'abord réticent à me laisser entrer, mais après avoir vu à quel point j'étais en détresse, il l'a fait. Grâce à une conversation avec le conducteur, j'ai découvert que j'étais assez loin de l'hôtel, environ 6 km. Assez rapidement, je suis arrivé à l'hôtel. Je suis retourné dans ma chambre, j'ai tout emballé et je suis monté dans ma voiture. Je ne me sentais pas en sécurité, étant la seule personne dans l'hôtel. J'ai reconduit jusqu'à Kanazawa, où je suis resté pour la nuit. Cette histoire a une suite cependant. Quand l'hôtel était opérationnel, en février, j'ai reçu un texto de mon père. Il m'a dit que quelqu'un était entré par effraction dans l'hôtel par une des fenêtres du premier étage. Étonnamment, rien n'avait été endommagé ou volé, sauf la porte d'entrée de ma chambre, qui avait été défoncée avec une sorte d'objet métallique contondant. Je ne sais pas si c'est lié à mon expérience, mais je ne vais définitivement plus jamais séjourner dans cet hôtel. Quand j'étais au lycée, mes amis et moi avions un lieu de rendez-vous pas comme les autres. C'était un terrain de baseball derrière une école primaire abandonnée. On pensait toujours qu'un jour on arriverait et qu'il y aurait une équipe de démolition en train de tout raser, mais ils ne sont jamais venus. Du moins pas quand on était jeune. On pensait tous que c'était parce que notre ville était tout simplement trop pauvre pour le faire, ce qui est probablement vrai, mais ce n'est pas non plus un bon emplacement immobilier. Le terrain était construit juste le long des bois, loin de la plupart de la ville,
C'était essentiellement au milieu de nulle part, comme le reste de notre ville. La raison pour laquelle on aimait tant y aller, c'est que personne d'autre n'y allait. Les gens s'introduisaient occasionnellement dans l'école pour faire quelques graffitis par-ci par-là. Parfois, les flics débarquaient, mais ils ne venaient jamais au terrain de baseball. C'était un refuge pour notre groupe d'amis. Et c'était vraiment important, parce que beaucoup de mes amis n'avaient pas exactement les meilleures vies de famille. Surtout l'un d'entre eux, Tim. Sa mère appelait toujours les flics sur lui pour n'importe quelle raison qu'elle pouvait inventer ce jour-là. Pourtant, quand on était sur le terrain, il ne pouvait rien faire. On a passé beaucoup de nuits d'été assis sur les gradins rouillés, à fumer et parler de Dieu sait quoi pour passer le temps. J'adorais cet endroit. On l'adorait tous. Bien qu'avant que ça n'arrive, il y avait cette chose qui me mettait toujours mal à l'aise à propos de l'endroit. Il y avait un vieux lampadaire juste à côté des gradins qui fonctionnait encore, d'une manière ou d'une autre. La ville avait dû oublier ça aussi. C'était un de ces lampadaires qui émettait une lueur orange. Et puisque c'était la seule lumière là-bas, on baignait dedans. Ça n'éclairait pas vraiment beaucoup non plus. Chaque fois que j'étais trop défoncé, je regardais vers les bois environnants qui étaient masqués dans l'obscurité pure. Je me disais que quelqu'un ou quelque chose pouvait facilement nous voir et on n'en aurait aucune idée. Ça me tapait vraiment sur les nerfs. Mais ensuite, quelqu'un racontait une blague ou attirait mon attention et j'oubliais cette pensée pendant un moment au moins. Je me demande combien de fois ils nous ont observés. Je ne le saurai jamais. Au début de l'été, un soir, mon ami Johnny et moi allions au terrain. J'ai dû partir avant lui, parce qu'au moment où je suis arrivé, sa voiture n'était nulle part en vue. J'ai décidé de prendre de l'avance et d'aller au terrain seul. C'était assez mal vu dans notre groupe. Même si on aimait tous penser qu'on était costaud, marcher à travers un bout de bois seul la nuit ne faisait pas partie de notre répertoire. Mais j'aimais toujours le frisson. Je suis passé devant l'école et à travers les bois pour atteindre le terrain. J'ai attendu encore 10 minutes environ, mais il n'était pas venu. Alors j'ai commencé à fumer. 30 minutes de plus sont passées et rien. À ce stade, le frisson s'était complètement dissipé. J'ai décidé de retourner à ma voiture. J'ai fini par courir à cause de l'inconfort que je ressentais. Je lui ai envoyé quelques textos, mais il n'a jamais répondu. Alors, j'ai passé encore 10 minutes dans ma voiture, puis je suis rentré chez moi. Quand je me suis réveillé, j'ai vu qu'il n'avait jamais répondu. J'étais un peu énervé, mais je n'y ai pas vraiment pensé jusqu'à plus tard dans la journée, quand ma mère m'a demandé si j'avais vu Johnny récemment. J'ai appelé tous nos amis, mais ils en savaient autant que moi. La dernière fois qu'on l'avait tous vu, c'était quand on était au terrain 2 nuits auparavant. Un jour est passé, puis un autre. Bientôt, toute la ville était au courant. Des équipes de recherche ont commencé à pulluler. Mes amis et moi sommes même allés à quelques-unes, mais on ne l'a jamais trouvé. Personne ne l'a trouvé. À ce jour, le corps n'a jamais été retrouvé. À l'époque, j'essayais de me faire croire qu'il s'était simplement enfui. C'était un gamin aventureux. Il parlait tout le temps de vouloir voyager dans le monde entier, comment cette ville le faisait se sentir claustrophobe. Mais au fond de moi, je savais qu'il ne partirait pas comme ça. Il nous aurait au moins laissé un mot, probablement sur les gradins, où personne d'autre ne le trouverait. Après environ un mois, je suis retourné au terrain. Cette fois, j'y suis allé seul. J'étais tellement en colère contre le monde que je me fichais d'être attaqué par une sorte d'animal traînant dans les bois. Mais juste au moment où je suis arrivé au bout du chemin des bois, j'ai remarqué qu'il y avait des gens sur les gradins. Pendant une seconde, j'ai pensé que c'était juste mes amis, étant donné qu'on n'avait jamais vu personne d'autre là-bas auparavant. Mais ce n'était pas eux. Je n'avais jamais vu ces gens de ma vie.
3 d'entre eux étaient sur les gradins, assis complètement immobiles. Ils ressemblaient à des statues, mais ce n'étaient pas eux qui me mettaient mal à l'aise. Il y en avait un autre. Il dansait et sautillait partout. Ça me mettait mal à l'aise de voir à quel point il était heureux, mais ce n'était pas un type de bonheur ordinaire. À l'époque, je me suis dit qu'il devait être sous MDMA. Maintenant, je pense juste que c'est un putain de psychopathe. Le pire de tout, c'est qu'il semblait familier. Je ne pouvais pas le situer, cependant. C'est comme voir un visage inconnu dans un rêve. Je savais que je l'avais vu avant, mais je n'avais aucune idée où. Je ne pouvais pas supporter ça, c'était juste tellement étrange. Alors j'ai essayé de sortir de là aussi silencieusement et rapidement que possible. Heureusement, ils ne m'ont pas suivi, du moins je ne pense pas qu'ils l'aient fait. Quand je suis retourné à ma voiture, ma première pensée était de filer de là, mais je n'ai pas suivi cet instinct. Au lieu de ça, j'ai fait le tour du parking de l'école. Dans le coin arrière du parking, j'ai vu une voiture. Je connaissais le modèle. C'était le même que celui que Johnny conduisait, mais au moment où je l'ai repéré, les phares se sont allumés. J'ai fait marche arrière brusquement et je me suis tiré de là. Au fil de l'été, je ne pouvais pas les sortir de ma tête. J'en ai parlé à tous mes amis et ils ont convenu que c'était bizarre, mais ils n'y ont pas vraiment pensé. J'ai même arrêté d'aller au terrain à cause d'eux. Fin juillet, je me sentais assez nostalgique et triste en pensant à Johnny. J'ai décidé de regarder l'annuaire du lycée pour me remémorer quelques souvenirs. C'est là que je l'ai trouvé. Un des concierges était à l'arrière-plan d'une photo de sport. Dès que j'ai tourné la page, j'ai su que c'était lui. Même visage et cheveux. C'était l'homme qui dansait, ça devait être lui. Je n'arrivais pas y croire. J'en ai parlé à tous mes amis, mais ils ne savaient pas quoi faire. Finalement, je suis allé voir les flics. Je suis presque sûr qu'ils pensaient que j'étais fou, mais ils ont quand même fait une vérification des antécédents du type. Du moins, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils n'ont rien pu trouver. Même sa carte de sécurité sociale me menait nulle part. J'ai essayé de faire quelques recherches moi-même, mais je n'ai rien trouvé. L'homme était un putain de fantôme. Vers la fin de l'été, je suis retourné au terrain avec quelques-uns de mes amis. Je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment d'être observé. Chaque fois que je regardais dans l'abîme des bois, j'avais peur. J'aspirais au sentiment que j'avais autrefois là-bas, mais je savais qu'il ne reviendrait pas. Cet endroit n'était plus un refuge pour moi. Quand je suis parti cette nuit-là, je ne suis jamais revenu. Vers la fin de l'été, j'étais dans un Dunkin' Donuts. C'était tôt le matin, donc j'étais assez groggy jusqu'à ce que je le voie. L'homme qui dansait. Le concierge. Ça lui ressemblait exactement. Au début, je pensais que mon esprit me jouait des tours, mais plus je regardais, plus j'en étais convaincu. Puis il m'a vu et a souri. Il s'est précipité hors du magasin et je l'ai suivi, mais un de ses copains était garé le long du trottoir à la sortie. Il s'est précipité là-dedans et ils ont démarré en trombe avant que je puisse l'atteindre, mais ce que j'ai vu m'a horrifié plus que toute autre chose. La plaque d'immatriculation de la voiture qu'il conduisait était la même que celle de Johnny. Je le savais parce qu'il avait une plaque unique, 4 PAC 207. C'était la même voiture que j'avais vue un mois auparavant. Puis ça a fait tilt. C'était la voiture de Johnny. Ils avaient fait une peinture, donc je ne l'avais pas remarqué à l'époque. Mais j'aurais dû. Je m'en veux encore à cause de ça. Je ne l'ai plus jamais revu, ni la voiture. De nos jours, tout ça n'est qu'un souvenir, un que j'aimerais pouvoir oublier. Repose en paix, Johnny.